L'inoxydable ovni de la politique française, l'Orient, sale Belle-Île. Aujourd'hui, nous recevons un homme dont la longévité politique défie les lois de la gravité électorale. Jacques Cheminade, ancien élève de l'ENA et fondateur de Solidarité et Progrès, et de passage dans le Morbihan, plus exactement à Lorient. Souvent qualifié d'ovni par une presse qui peine à se situer entre gaullisme social et théorie visionnaire, il a traversé 3 élections présidentielles, 1995, 2012, 2017, sans jamais franchir la barre des 0,3% des voix. Pourtant, de la colonisation de Mars à la dénonciation du cancer financier de Wall Street, ses idées continuent d'irriguer un débat qu'il juge sclérosé. Il vient aujourd'hui à la rencontre des Lorientaises et Lorientais pour dédicacer son dernier ouvrage, Répondre aux cris du peuple. Nous allons donc aborder cet entretien avec Monsieur Cheminade. Merci d'avoir accepté notre invitation sur GEM Radio. Par rapport à l'introduction que je viens de faire, est-ce qu'elle correspond assez à cette image qu'on a de vous? Puisqu'on est en Bretagne, je dirais la tradition des abbés démocrates bretons, ces fameux poissons rouges dans le bénitier, ça me va très bien. La doctrine sociale de l'Église, la destination universelle des biens. Et de l'autre côté, tout ce que portait le socialisme comme volonté de paix et de justice. Mais je pense qu'il n'y a pas eu d'expression politique de cela, d'où le titre de mon livre, Répondre aux cris du peuple, parce qu'on n'y a pas répondu. Répondre aux cris du peuple, c'est une allusion au journal de Jules Vallès pendant la Commune qui s'appelait Le cri du peuple. Merci. Donc nous allons débuter cet entretien par cette première question, notamment la filiation avec Monsieur Larouche, fidélité ou fardeau. Vous présidez Solidarité et Progrès depuis maintenant 30 ans. Votre engagement est né de votre rencontre en 1974 avec Lyndon LaRouche, une figure très controversée aux États-Unis. En 2026, alors que le paysage politique est totalement bouleversé, ne craignez-vous pas que cette étiquette larouchiste occulte la pertinence de vos analyses sur la séparation des banques, de dépôt et d'affaires? Alors d'abord, mon engagement date en réalité de 1959, lorsque Michel Rocard a fait son rapport sur les atrocités que commettait l'armée française en Algérie. Et là, j'ai pris parti pour la souveraineté des peuples au nom de la justice sociale. Alors, en ce qui concerne les États-Unis, vous savez, en vertu de la loi sur la liberté de l'information aux États-Unis, Freedom of Information Act, l'ambassade américaine a reçu des éléments qu'on peut être révélés grâce à cette loi. Disons que le FBI recommandait de maltraiter ma candidature et de me traiter comme un ennemi parce que j'étais associé à Lyndon LaRouche. Alors, j'ai été maltraité. On a tout ce pendant la campagne présidentielle de 1995, tout ce qui a été dit faisait de moi un homme de mauvaise réputation, comme dirait Guy Debord. Donc, j'étais dépeint comme ça. En réalité, Lyndon LaRouche a été l'ennemi de l'oligarchie financière américaine. Il a été celui qui, selon Ramsey Clark, a amené le plus d'idées sur la scène politique américaine et dont on a vraiment effacé tant qu'on a pu le message et on lui a adressé toutes sortes de calomnies. Il a dû même faire là-bas 5 ans de prison. Donc, pour des choses soi-disant que tous les hommes politiques américains commettent et lui pas. Donc voilà, dans la campagne 95, j'étais dépeint de cette façon, l'étiquette était mise. Et je dirais pour finir que Lyndon LaRouche, si ses idées avaient été suivies aux États-Unis, on n'aurait jamais eu Trump aujourd'hui. On aurait eu un autre système économique, financier, plus conforme à l'origine des États-Unis, et pas un système anglo-américain qui relève en réalité d'une mouture de l'impérialisme britannique historique. Merci pour ces précisions. Vous avez évoqué il y a un instant l'ingérence, notamment des États-Unis, dans votre campagne. Comment vous l'avez ressenti? Alors, comme quelque chose que j'attendais, ça ne m'a pas surpris en soi. Ce qui m'a surpris, c'est la manière presque caricaturale dont elle se faisait, et plus encore la manière dont ce qui était dit de là-bas était répercuté en France pendant la campagne de 1995. J'avais une amie qui s'appelle Amelia Robinson, qui était la grande héroïne des droits civiques aux États-Unis. Elle est venue en France dire que ma campagne était bien pour essayer de rectifier les choses. Elle était totalement maltraitée, alors que plusieurs années après, elle était un défilé avec Obama Lutte la main. Elle était dans une petite, elle était déjà très âgée.
dans une petite chaise roulante, et elle apparaissait comme l'extraordinaire héroïne de Selma, le pont de Selma, ce qu'elle était. Donc voilà, selon que vous êtes blanc ou noir, les jugements de cour. Alors, je reviens encore à cette ingérence-là. Elle est même d'actualité, puisque on parle de légiférer quelque part pour empêcher ces ingérences, qu'elles viennent de l'Est ou de l'Ouest. Si vous aviez des préconisations à ce niveau-là à faire, quelles seraient-elles? Je dirais qu'il ne faut pas que l'exécutif s'en mêle, jamais, et qu'il faudrait en réalité qu'il y ait des experts et des gens qui soient élus, mais élus pour leur qualité, et pas déléguer des gens administrativement à telle ou telle fonction. Et ces gens-là devraient être élus ès-qualité pour dire ce qui doit passer ou pas passer et le suggérer, jamais l'imposer. Je suis très proche de la vision américaine de la liberté d'expression, beaucoup plus que d'une liberté d'expression qu'on rogne et qu'on réduit toujours en France. Nous allons aborder maintenant l'aspect climat, seul contre le GIEC, j'ai envie de dire. Vous avez souvent pris des positions à contre-courant, notamment en remettant en cause l'origine humaine du réchauffement climatique et en critiquant les travaux du GIEC. À l'heure où les rapports scientifiques se font de plus en plus alarmants, maintenez-vous votre vision d'un environnementalisme fasciste ou avez-vous fait évoluer votre analyse face aux réalités climatiques actuelles? Alors, moi-même, je n'ai jamais critiqué les travaux du GIEC. Les experts font un très bon travail. Ce sont les conclusions et les modèles du GIEC qui deviennent politiques que j'ai toujours critiqués. Il y a eu un changement climatique dans toute l'histoire. Il suffit de visiter le musée des Hésies, par exemple, qui montre très bien les productions humaines à travers l'histoire de moins 500 000 ans jusqu'à aujourd'hui. Et on voit très bien ce changement. D'ailleurs, c'est face aux défis que l'homme devient créateur. La vraie question, c'est quel type d'énergie pour permettre le développement économique, un développement économique bénéficiant à tous. Et ce type d'énergie, eh bien, c'est celui qui correspond à la manière la plus avancée de la création humaine. C'est ce qu'on produit de mieux par unité de surface, par être humain et par unité de masse apportée. On peut produire plus avec moins. C'est pour ça que j'ai toujours été un ardent défenseur de l'énergie nucléaire. Pas l'énergie nucléaire à un certain moment, dans son développement vers la fusion thermonucléaire contrôlée, auquel on commence à penser aujourd'hui, mais dans un contexte qui n'est pas le meilleur. En ce qui concerne le qualificatif de fasciste ou autre, oui, il correspond à des gens... Environnementalisme fasciste. Environnementalisme fasciste, à des gens qui disent il y a eu plusieurs dérives dans ce sens-là, qui disent que surtout il faut respecter la nature, ne pas introduire de changements, la laisser comme elle est, et là tout ira bien. Et ça, c'est tout à fait contraire à l'être humain. L'être humain doit développer ses capacités d'intervenir pour rendre le monde meilleur à condition de mesurer évidemment les conséquences. Et c'est là qu'il y a une éthique de la responsabilité qui me paraît nécessaire, mais de la responsabilité créatrice de ce qu'on sait. Dans cette culture, évidemment, la densité des flux de l'énergie représente quelque chose qui portera le moins atteinte à la nature. Et je crois que quelqu'un qui l'a compris, c'est Greta Thunberg. C'est très intéressant parce qu'elle a décidé que le nucléaire, au début elle disait pourquoi pas, puis après tout, elle s'est convertie à l'intérêt du nucléaire pour respecter la nature. Et aussi, elle défend, ce qui est, à mon avis, un aspect des choses dans la volonté de paix et de justice, elle défend les droits humains au Moyen-Orient. Depuis qu'elle a adopté cette vision-là, elle n'est plus couverte par les médias. On l'entend plus, alors qu'elle continue à parler. Donc, ça montre que les médias sont bien orientés vers quelque chose qui favorise les gens en place, soit qu'ils espèrent profiter d'un non-développement pour eux garder le pouvoir, soit comme aujourd'hui aux États-Unis, qu'ils imposent un ordre que moi aussi je qualifierais là de fasciste, qui est un ordre de la technologie, qui est un ordre de la technologie imposée sans création scientifique, qui est un ordre de la monnaie à tout prix et de la finance à court terme, et de la dette, de tenir les gens par la dette, et enfin l'investissement dans la défense et le militaire. Trump est passé de 1000 milliards à 1500 milliards dans le militaire, ce qui est un énorme danger. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une économie de guerre qui risque d'engendrer la guerre. C'est pour ça qu'il faut défendre à tout prix tous ceux qui se battent pour la paix.
Et nous avons une coalition internationale pour la paix internationale à laquelle je suis associé, qui se bat pour cela et qui est dans, je dirais, la même approche que le pape actuel, Léon XIV, qui parle haut et fort et a dit dans l'avion en allant en Algérie, je n'ai pas peur de l'administration Trump, je dois véhiculer le message évangélique. Je ne critique pas les travaux du GIEC, mais je critique la conclusion. En résumé, c'est ce que vous venez d'évoquer, au travers notamment l'exemple de Greta Thunberg. Oui, quelque part, oui, bien sûr. Et je pense qu'il y a un faux débat dans cette histoire. On dit, ah, c'est bien l'écologie, on ne produit moins, on ne produit pas, on se serre un peu la ceinture. Et surtout, on ne donne pas aux pays du tiers-monde les moyens de se développer. Puis de l'autre côté, on dit, ah, il faut la technologie, il faut la force, on doit gouverner par la force, et c'est comme ça qu'on s'imposera au monde, Trump, hein, en quelque sorte, et le gouvernement israélien actuel. Donc là, on a les deux choses, les deux extrêmes, qui ne tiennent pas compte de ce qui est en l'homme, ses capacités créatrices et sa participation à l'histoire de son temps, dans sa mesure où l'on y crée, on l'évoque et on se bat pour un monde meilleur. On va maintenant aborder le paradoxe de l'étiquette, le gaulliste de gauche ou d'extrême droite, comme certains vous ont qualifié, parce qu'on vous a tout collé, hein, extrême droite, secte politique, gaulliste de gauche. Vous réclamez donc pourtant de Jaurès et de Roosevelt. Si vous deviez définir votre ADN politique aujourd'hui à Lorient, diriez-vous que vous êtes le dernier représentant d'une planification souveraine à la française ou un agitateur d'idées qui n'a plus rien à perdre? Je dirais avant tout quelqu'un qui se bat pour la paix par le droit et la justice pour tous, c'est-à-dire une nouvelle architecture de développement et de sécurité pour chaque État, pour chaque pays et chaque être humain. Et réduire la pauvreté, réduire à rien la faim dans le monde, et procéder de cette façon avec un accord entre les principes de la religion et les nécessités et les découvertes et l'esprit de découverte de la science. C'est-à-dire que l'être humain devrait devenir un explorateur et pas quelqu'un qui gère un système existant. Et je pense, c'est pour ça qu'on m'a qualifié la politique spatiale, on a dit que celle que je défendais, c'était bizarre, que ça ne se défendait pas dans une présidentielle, etc. Je pense au contraire qu'il faut être explorateur en tout, et explorateur dans son propre intime. C'est ce qu'on appelle l'examen de conscience. Vous parlez de la paix, et c'est vrai qu'on est en plein conflit à travers le monde, indépendamment de ceux dont on parle le moins, le Soudan et ailleurs. Par rapport à ce qui se passe au Liban, en Syrie, en Irak, en Iran, et l'attitude justement des États-Unis et d'Israël, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Est-ce que le monde encore, en tout cas certains de ses dirigeants, ne se supportent plus, ou est-ce que c'est à nouveau, j'ai envie de dire, une espèce de guerre de croisade? Peter Hegseth, le ministre de la guerre américain, il se qualifie ministre de la guerre, hein, pas de la défense. Il a tatoué sur son corps croisade. Hein. Oui. Donc, il y a d'une part, avec Trump, et ce qui occupe les États-Unis, parce que c'est vraiment pas le peuple américain, ce qui occupe les États-Unis, c'est l'idée d'un empire allant du Groenland jusqu'à la Terre de Feu. Et ce qui occupe Netanyahou, et ceux qui dirigent Israël aujourd'hui, les Ben Gvir, les Smotrich, c'est un grand Israël dominant tout au Proche et Moyen-Orient. Donc ces deux doctrines convergent dans ce sens-là. C'est pas Netanyahou inspirant Trump ou l'envers, c'est deux doctrines qui convergent et qui ne tiennent aucun compte de ce qu'est réellement un être humain, qui est fait pour coopérer, pour se développer avec d'autres êtres humains. C'est une première chose. La deuxième, c'est que c'est fatalement l'économie de guerre. On pense en termes de quelqu'un qui est tout le monde, peut-être même ceux qui ne connaissent pas son nom, de quelqu'un qui est Carl Schmitt, qui était le juriste d'Hitler, qui lui disait, pour exister, il faut un ennemi existentiel. Et on voit la même chose dans l'entourage de Trump, qui véhicule toutes les thèses de quelqu'un qui est René Girard en les défigurant, en disant que toute société est faite par la chasse au bouc émissaire, que le christianisme a fait que le bouc émissaire devenait positif, mais qu'après on ne sait pas ce qui va arriver, il y aura un antéchrist, il y aura l'apocalypse, enfin, on voit tous ces gens-là, à partir d'un certain moment, dans leur volonté de puissance et de force, littéralement perdre l'esprit. Et en ce qui concerne Trump, on se pose de plus en plus aux États-Unis la question, quel est son état mental? Et certains parlent même d'évoquer l'article 25. Bon, on ne peut pas, ça prend trop de temps. Nous nous battons avec nos amis aux États-Unis pour que le Congrès américain coupe les crédits de guerre à l'administration. Et c'est le Congrès qui, selon la Constitution, est responsable, c'est pas Trump,
Mais le Congrès refuse d'exercer son rôle. Eh bien, il faut qu'il l'exerce, et c'est ça la démocratie. Justement, cette démocratie qui s'exerce aussi, et on le voit à travers 2 pétitions plus récentes contre la loi Yadan et pour suspendre les accords et commerciaux et industriels militaires entre l'UE et Israël. Donc c'est cette démocratie qui peut faire fléchir réellement les gouvernements actuels, dont le gouvernement français. Nous allons plus loin. Ce que nous disons, c'est qu'il faut un plan oasis de développement mutuel, la paix en travaillant ensemble entre les Israéliens et les Palestiniens. Et pour ça, il faut reconnaître l'État palestinien, bien sûr, mais aussi on dirait que l'Israël a le droit d'exister de la même façon et qu'il faut ce développement mutuel. Et que ça ne doit pas seulement être appliqué au Proche et Moyen-Orient, à toute l'Asie du Sud-Ouest, avec des projets, des corridors de développement, des initiatives qui permettent de faire verdir le désert, par exemple, un plan basé sur l'eau, sur l'énergie pour le développement. Et en même temps, ce plan doit préfigurer ce qui, à l'échelle du monde, doit être pour moi un nouvel ordre, une nouvelle architecture de sécurité et de développement mutuel basée sur un système financier. Parce qu'aujourd'hui, c'est la finance et la monnaie qui contrôlent les États. Et ce que disait le conseiller de Mendes France, l'ami de Mendes France, Georges Boris, qui était aussi l'expert de la France libre à Londres, il disait si l'État ne contrôle pas la monnaie, c'est la monnaie qui contrôle l'État. Aujourd'hui, on a cet ordre de la monnaie qui crée de la finance, et derrière elle, il y a toute la force, il y a tout le militaire pour essayer d'imposer sa loi pour que ces finances puissent prévaloir. Et c'est de ça qu'il faut sortir. Et je pense que, de ce point de vue, tout ce que vient de dire Léon XIV en Afrique est extrêmement intéressant et porteur d'avenir. L'Orient, le livre et le cri du peuple, votre livre. Répondre au cri du peuple. De quel peuple parle-t-on? Le titre de votre livre est particulièrement sonore. Dans une France marquée par les crises sociales successives, de quel cri, justement, parlez-vous exactement? Est-ce celui d'une colère sourde? C'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, qui est inscrit dans notre Constitution. Je crois que c'est l'article 2. Mais il ne suffit pas de le dire. Il suffit concrètement de le manifester et d'avoir une politique qui permette de le faire. Et c'est là qu'on voit en France cette distance entre une classe politique faite de diplômés, une classe politique faite de gens ayant à la fois le privilège de l'argent et le privilège du diplôme, qui s'éloignent de plus en plus du peuple. Et le peuple, c'est quelque chose, si on a une démocratie, il faut servir ce peuple pour qu'à chacun donner une chance de participer à l'histoire commune et d'y participer à chaque fois à un niveau plus élevé. Ça veut dire concrètement l'éducation, une éducation du peuple, redonnant, comme on le disait à une époque, l'art et la science au peuple et les moyens de pouvoir exercer ces pouvoirs. Alors évidemment, cela peut se résumer dans une chose, la participation, pas la participation simplement au bénéfice ou au profit des entreprises en distribuant l'aumône de quelques actions, mais la participation au pouvoir. Et la participation au pouvoir dans les lieux où ce pouvoir se définit, c'est-à-dire au sein de l'entreprise et au sein de chaque institution où il y a une autorité et un pouvoir. Donc, c'est ce peuple-là qu'il faut élever, à qui il faut donner les moyens de son éducation, alors qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on détruit ses capacités créatrices, souvent volontairement, parfois involontairement, en propageant une addiction aux images, toute une politique en addiction aux drogues, en créant des paradis artificiels. Et vous savez, pour revenir aux États-Unis, il y avait une révolte aux États-Unis contre la guerre du Vietnam. Le général de Gaulle, lui, avait fait son excellent discours de Phnom Penh de 1966. Il y avait une révolte aussi aux États-Unis des jeunes. Et on a décidé, et j'ai les preuves, parce qu'on a des éléments écrits probants, qu'on leur a vendu les paradis artificiels pour les dépolitiser et les empêcher de contester cette guerre qui était l'exemple même d'une guerre injuste. Concernant l'Orient et la Bretagne, cette terre que l'on dit de solidarité et de progrès, pourquoi l'avoir choisi et pourquoi l'Orient et notamment cette salle Belle-Île pour cette étape de votre tournée? Est-ce que la Bretagne, avec son fort tissu industriel et maritime, est pour vous le laboratoire idéal pour tester votre concept de système de crédit productif public? Et si oui, pourquoi? Alors, pour moi, c'est la Bretagne de la mer. Hein. Parce que la mer, pour moi, je suis né en Amérique du Sud. La mer, pour moi, c'est quelque chose qu'on franchissait, qu'on aimait. J'aimais beaucoup être dans la mer pour surfer. Bon.
euh, pour voir quelque chose qui s'agite, quelque chose qui progresse. Or, de ce point de vue-là, j'ai toujours été intéressé puis passionné par l'histoire des abbés démocrates en Bretagne. Un des chocs de ma vie, ça a été à Fougères, lorsque j'ai vu l'inscription pour l'abbé Bridel, avec une représentation de l'abbé Bridel, disant la classe ouvrière reconnaissante. Voilà la classe ouvrière et l'Église qui pouvaient être dans quelque chose de commun. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une leçon qu'on devrait suivre. Et je suis content d'être à un local qui relève, me dit-on, de la paroisse de Lorient et de Saint-Louis, ou l'association diocésaine aussi de Vannes. Et c'est une coïncidence heureuse parce que Léon XIV est en train de faire une politique que je considère, parce que c'est vraiment une politique, c'est une politique évangélique, mais c'est une politique qui élève le niveau et qui crée ce sens tout ce que la Bretagne a porté avec l'histoire, ce que je dirais pour le résumer, c'est peut-être un peu trop politique en soi, mais l'image m'a bien plu, les poissons rouges dans le bénitier. Donc cette histoire du progrès à travers l'Église et le socialisme qui est quelque chose qui est latent, je pense, en Bretagne et qui est en accord avec tout ce qui, dans son histoire, a permis son développement depuis les aliments de Carnac jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre pays et par rapport justement au nouveau président en tant que franco-argentin? Et je vois David Lisnard disant qu'il faut faire comme Javier Milei. Je juge tout de suite ce qu'est David Lisnard. Il est pire que Milei, parce que Milei, il est sur le front, et David Lisnard dans l'arrière se permet de dire qu'il faut faire comme Javier Milei. On est dans une situation extrêmement étrange où un homme comme ça apparaît comme un homme qui a pu résoudre des problèmes argentins alors que la crise sociale y est aussi forte et même plus forte qu'auparavant et que ses idées sont vraiment des idées à la Trump. Et d'ailleurs, le grand ami de Trump est le grand ami de Netanyahou. Donc c'est un désastre pour l'Argentine. En 2026, vous êtes toujours sur le terrain. Cette réunion dédicace à Lorient est-elle le premier jalon d'une nouvelle candidature à l'Élysée en 2027 pour enfin dépasser ce plafond de verre de 0,2% ou cherchez-vous avant tout à passer le flambeau à une nouvelle génération de militants au sein de Solidarité et Progrès? Alors, c'est pas seulement au sein de Solidarité et Progrès. J'espère être inspirateur au-delà. Mon livre, Répondre au cri du peuple, essaye de donner des éléments de référence qui peuvent porter le débat politique à un niveau plus élevé que tout ce qu'on a pu voir à l'Assemblée nationale récemment. Une volonté d'inspirer. Aussi, j'ajouterais que dans cette volonté d'inspirer, il y a une volonté de promouvoir et de permettre à la jeunesse de recevoir des responsabilités. On cherche ces responsabilités pour la jeunesse. Ça ne veut pas dire que les dirigeants qui ont été jeunes l'étaient vraiment, mais il faut chercher la vraie jeunesse, celle qui est créatrice et exploratrice. Et je pense que la politique doit être un domaine de l'exploration, de voir ce qu'on peut trouver de meilleur en dehors de la logique du système existant. Je dois encore mentionner ici Léon XIV, qu'il a très bien dit pour le jubilé, en disant, il y a un grand penseur, Nicolas de Cuès, qui souvent a été mal vu par l'Église d'ailleurs, qui a dit qu'il fallait substituer à l'ami-ennemi, là où on se bat, où on est dans les contraires, et il faut anéantir l'autre parce que c'est son contraire, lui substituer la coïncidence des opposés. On est opposés, mais en travaillant ensemble, on peut s'entendre. C'est la logique de notre plan Oasis pour le Proche et Moyen-Orient et pour Israël et la Palestine. Et je pense que des gens en Israël commencent à réfléchir sur cela et à voir l'horreur que représente Netanyahou. Merci beaucoup. On va venir donc à la fin de cet entretien. Si vous aviez quelque chose à ajouter, ça serait quoi? Ça serait de dire qu'il faut se ressaisir et qu'on est dans une époque très grave. Parce que, imaginez Trump près du bouton nucléaire. Alors on en vient à croire que c'est beaucoup, beaucoup plus dangereux que d'imaginer Poutine auprès du bouton nucléaire. Donc on est à un moment où l'irrationnel rentre en jeu et rentre en jeu aussi quelque chose qui est la confusion entre le souverainisme et l'identitarisme. Coralie Delhomme avait écrit un livre qui est La nécessaire souveraineté, en montrant bien que la souveraineté, c'est la souveraineté personnelle, c'est la souveraineté de la nation, et c'est une souveraineté tournée vers l'autre. Les souverainistes, avec leur propre voix, chacun, dans une perspective qui est multiple, mais vers un but commun, doivent s'associer pour rendre le monde meilleur pour tous. Et ça, c'est la vraie idée des souverainetés. C'est pas l'identité. La souveraineté pense à l'avenir, l'identité se réfugie dans le passé.
et pense en termes de lignes Maginot, en France qu'on se protégera comme ça contre les autres. C'est pas du tout ça. Il faut être capable de se concevoir comme éduquant, développant l'autre, et que l'autre aussi nous éduque et nous développe. Et c'est ça, des rapports entre des êtres souverains, tant au niveau privé qu'au niveau politique, qu'au niveau international, entre nations. Donc il faut avoir à nouveau cette pensée-là, qui doit inspirer des actions. Vous savez, Spinoza disait, il faut d'abord comprendre, ensuite il faut juger, et enfin il faut agir. Et je pense qu'il faut penser de cette façon-là aujourd'hui, et que tous ceux qui, dans ce sens, tentent de sauver le monde et la paix du monde dans leur combat, sont à soutenir, et qu'il doit se faire cette conjonction entre gens qui sont déterminés à sauver la paix, pas seulement à combattre la guerre, à sauver la paix en établissant les bases et le fondement de la paix. Merci beaucoup, monsieur Jacques Cheminade, donc d'avoir répondu sans langue de bois, j'ai envie de dire, à cet échange. Donc rappelons que vous serez présent donc le 29 avril à 19h30, salle Belle-Île à Lorient. L'entrée libre pour dédicacer votre livre, dont je vous laisse d'ailleurs rappeler le titre. Alors c'est Répondre au cri du peuple, puisque je considère, depuis ce que Jules Vallès essayait de concevoir et qu'il n'a lui-même pas conçu, qu'on n'a jamais vraiment répondu au cri du peuple, et que l'idée de participation du peuple au pouvoir et qui devienne un élément déterminant dans la vie sociale, c'est l'essentiel du défi de l'histoire aujourd'hui, au sens de, je dirais, pour ceux qui ont la foi, de croire en Dieu, et au sens de croire en l'humanité pour ceux qui n'ont pas la foi, ou au sens de croire aux deux pour ceux qui ont encore plus d'attachement à l'être humain. Oui, en conclusion, je dirais que l'on considère à ces projets de corridors thermonucléaire entre Terre et Mars, ou que l'on rejette ces positions climato-sceptiques, Monsieur Jacques Cheminade reste une voix singulière, une sorte de sentinelle qui refuse de se taire. En venant répondre aux cris du peuple, ici à Lorient, il prouve une chose: en politique, la persévérance est parfois sa propre récompense, loin des sondages et des plateaux parisiens. On rappelle donc à nouveau que vous serez présent le 29 avril à 19h30, salle Belle-Île, ici à Lorient, l'entrée libre. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir participé à cet échange, monsieur Jacques Cheminade. Bonne fin de journée et bienvenue à Lorient. Au revoir, merci.